Est-ce que cet air vous dit quelque chose? Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour pratiquer votre français. Aujourd'hui, nous allons parler d'une personnalité mondialement connue, Charles Aznavour. Quand on entend ce nom, on pense très souvent à la chanson française, à La Bohème, Emmenez-moi, à Hier encore. On pense à une voix reconnaissable entre toutes et à un homme assez petit en costume noir qui a rempli des salles partout dans le monde. Mais l'histoire de Charles Aznavour, ce n'est pas seulement l'histoire d'un chanteur français célèbre. C'est aussi l'histoire d'un enfant d'immigrés arméniens né en France qui a connu énormément de critiques, les refus, les moqueries, avant de devenir l'un des plus grands symboles de la culture française. Ce sujet va vous permettre d'apprendre énormément de vocabulaire sur l'exil, la réussite ou encore la persévérance. Comme d'habitude, bien sûr, vous avez accès gratuitement à une fiche de vocabulaire qui vous permet de réviser tous les mots de cette vidéo. Vous avez également accès à la transcription. Il vous suffit de vous inscrire gratuitement sur mon site. Je vous mets le lien en description. Et d'ailleurs, en parlant de vocabulaire, est-ce que vous avez déjà eu le sentiment que plus vous connaissez de mots en français, plus vous réalisez tous ceux qu'il vous reste à apprendre? En tout cas, moi, j'ai tout le temps ce sentiment avec les langues que j'apprends, que ce soit l'italien ou l'anglais. Potete decidere di goderveli. Goderveli? Goderveli. Goderveli, ok. Oppure potete lamentarvi, litigare. Litigare. Litigare, ok. Sistemare la casa. Cosa sistemiamo se non è arrivato nulla? Sistemiamo. Sistemiamo. Oh là là, tous les mots que je connais pas. La plateforme que j'utilise et sur laquelle je sauvegarde tous ces nouveaux mots, c'est Lingopie. Si vous regardez ma chaîne, vous avez déjà forcément entendu parler de cette plateforme de streaming pour l'apprentissage des langues. C'est vraiment un outil que j'affectionne particulièrement. Je trouve que c'est très différent des autres méthodes d'apprentissage qu'on peut trouver. Déjà, c'est assez ludique. Parce que en fait, on apprend en regardant des films, des séries, des documentaires qui sont des contenus que regardent les natifs. Donc moi, je peux le faire en italien ou en anglais, mais évidemment, vous pouvez le faire sur la version française. La plateforme a développé plein d'outils en parallèle de ces vidéos. Par exemple, quand vous regardez une série et que vous ne comprenez pas un mot, eh bien, il vous suffit de cliquer dans les sous-titres et vous avez alors la traduction qui s'affiche dans votre langue et le mot va s'ajouter à vos flashcards à réviser. Vous avez ensuite accès à des jeux qui vous permettent de réviser ces mots. Donc, vous allez uniquement réviser les mots qui vous intéressent. Vous, c'est vraiment un apprentissage ciblé par rapport à ce qui vous intéresse et ce qui est pertinent pour votre apprentissage. Lingopie vous offre 7 jours d'essai gratuit. Ainsi, vous pouvez découvrir si cette méthode d'apprentissage vous plaît, vous convient. Et en plus de ça, si vous suivez le lien que je vous mets en description, vous aurez moins 55% sur l'abonnement annuel. Je vous ai mis le lien en description, n'hésitez pas à aller jeter un œil à la plateforme. Revenons maintenant au sujet de cette vidéo, Charles Aznavour. Avant de parler de l'artiste, commençons par ses origines. Charles Aznavour naît le 22 mai 1924 à Paris, dans le 6e arrondissement. En réalité, son véritable nom de famille est Aznavourian. Ses parents sont des réfugiés arméniens et ils ont fui les massacres et les persécutions qui ont touché les Arméniens au début du XXe siècle. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le génocide arménien. Le couple a d'abord transité par la Grèce, donc il est d'abord passé par la Grèce, où d'ailleurs sa sœur Aïda est née. Ils se sont ensuite installés en France pour rejoindre le grand-père paternel. Ce dernier avait ouvert un restaurant à Paris, très fréquenté par la diaspora arménienne. Charles Aznavour est donc né en France et il a grandi en France, mais dans une famille profondément marquée par l'exil. Et cette double identité, elle va rester très importante dans sa vie.
D'un côté, Aznavour est profondément français. Il naît à Paris, il chante en français et il devient une figure très importante de la culture française. Mais de l'autre, il reste très attaché à ses origines arméniennes. Une enfance modeste mais artistique. Ses parents sont eux-mêmes des artistes. Son père chante et sa mère joue la comédie. Charles vit donc dans un environnement où la musique, le théâtre et la scène sont très présents. Charles et Aïda, les enfants aznavourians, vivaient donc entourés d'artistes. Mais la famille reste modeste, même très modeste. Le restaurant où il travaille ne fait pas beaucoup d'argent et les revenus sont insuffisants. Charles et sa sœur devront d'ailleurs arrêter l'école après le certificat d'études parce que l'enseignement n'était pas gratuit au-delà, donc vers 10 ans. Mais malgré une certaine pauvreté, l'appartement familial était un endroit plein de vie, très chaleureux, plein de musique, où les voisins et les amis se retrouvaient. C'est donc dans ce contexte que Charles va débuter sa carrière de chanteur et de comédien, donc très jeune, vers l'âge de 9 ans. Il prend le nom de scène Aznavour et se produit dans une petite troupe de théâtre. Vers l'âge de 12-13 ans, il va être repéré et engagé au Casino de Paris et l'Alcazar. Car Charles sait tout faire. Danser, chanter, imiter, il est acrobate, il prend des accents et il fait le bonheur de sa famille car une grande partie de ce qu'il gagne revient au foyer. Des parents résistants. Voici un épisode longtemps resté discret dans la famille Aznavourian. Mais il est essentiel pour comprendre l'environnement dans lequel Charles a grandi. Pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que Paris est sous l'occupation allemande, l'appartement familial du 22 rue Navarin, dans le 9e arrondissement, devient une cache. Donc un endroit pour cacher des personnes qui étaient recherchées par les nazis. Misha et Knar Aznavourian y accueillent des personnes pourchassées. Des juifs, des résistants, mais aussi des Arméniens enrôlés dans l'armée allemande qui avait déserté. Le premier réfugié qu'il cache est un juif roumain vivant en Allemagne, condamné à mort pour subversion et recherché par la Gestapo. La famille l'accueille dans son petit appartement de 3 pièces. Et pendant quelques jours, il dort même dans le même lit que Charles. Plus tard, les Aznavourians cachent Simon, un juif évadé du camp de Drancy, puis un autre réfugié juif. Et à certains moments, selon Charles et Aïda, jusqu'à 11 personnes se cachaient en même temps dans l'appartement. Les parents aident aussi à obtenir des faux papiers, donc des fausses pièces d'identité. Et Charles et Aïda, encore adolescents, participent eux aussi. Ils mettent aussi la main à la pâte, comme on dit en français. Ils vont par exemple brûler les uniformes allemands des déserteurs arméniens et vont aller jeter les cendres loin de la maison. La famille est également très proche de Misak et Méliné Manoukian. Ce sont des figures de la résistance communiste. Misak deviendra d'ailleurs l'un des visages de ce que la propagande allemande appellera l'affiche rouge. Traqué par la police française et allemande, le couple va trouver refuge chez les Aznavourians. Et après l'arrestation de Misak, Méliné sera encore caché par la famille. Charles Aznavour dira plus tard que ses parents savaient très bien le danger qu'il courait chaque jour, alors que sa sœur et lui n'en ont mesuré l'ampleur que bien après la guerre. Et Aïda résumera l'engagement de la famille par une idée simple. Leur famille arménienne savait ce qu'était un génocide. En 2017, à Jérusalem, Charles et Aïda ont reçu la médaille Raoul Wallenberg, remise en reconnaissance du courage de leur famille, qui avait aidé des juifs, des arméniens, des résistants au péril de leur vie. Des débuts difficiles pour Charles Aznavour et sa rencontre avec Édith Piaf. Début des années 1940, Charles Aznavour a 18 ans et il fait une rencontre décisive. Pierre Roche, un pianiste et compositeur. Ensemble, ils forment un duo, Roche et Aznavour. Mon complet paraît moche, mon complet paraît tout usé, tout usé. Aznavour écrit les textes et Roche met les chansons en musique. Ils se produiront ensemble pendant 8 ans. À cette époque, Charles Aznavour n'est pas du tout une vedette. Il écrit, il chante, il se produit sur scène, mais son succès est loin d'être immédiat. Puis arrive une rencontre encore plus importante, celle avec
Édith Piaf. Je suis sûre que ce nom vous dit quelque chose. C'est en 1946, lors d'une émission radio, que Piaf remarque le duo. Elle les emmène en tournée et les prend sous son aile. Le duo va notamment essayer de percer au Canada, où ils se produisent dans des petites salles. Et quand Pierre Roche va décider de rester là-bas, et Charles Aznavour de rentrer en France, Piaf va l'encourager à poursuivre sa carrière solo. Mais Charles vivra un peu dans l'ombre d'Édith Piaf pendant plusieurs années. Il sera son chauffeur, son secrétaire, son confident. Mais malgré tout, cela reste une période d'apprentissage assez intense pour lui, aux côtés de Piaf. Quand il décide de véritablement se lancer, les critiques sont très très dures. On lui reproche sa voix, son physique, son manque de présence. Les professeurs de chant qu'il consulte lui conseillent même d'arrêter de chanter. Un critique écrit même qu'il compose des bonnes chansons, mais qu'il les interprète mal. On le surnomme même l'enroué vers l'or. Ça veut dire qu'il a une voix un peu voilée, pas très claire. Quand on est enroué, souvent c'est quand on est un peu malade, donc on a la voix un peu rauque. Mais c'est là qu'on va véritablement voir le caractère de Charles Aznavour. Il fait la liste de ses handicaps. Sa voix, sa taille, ses gestes, son manque de culture. Et il garde cette liste précieusement dans sa poche. Non pas pour se décourager, mais pour travailler chacun de ses points, un par un. Dans les années 1950, il écrit beaucoup pour d'autres artistes, comme Édith Piaf, Gilbert Bécaud, Juliette Gréco, qui sont des monuments de la chanson française. Il va donc s'imposer dans le monde de la chanson, tout d'abord grâce à ses textes, puis, plus tard, par sa propre présence sur scène. Le tournant arrive le 17 décembre 1960 à l'Alhambra, à Paris. Il y interprète « Je me voyais déjà », dos au public, dans une mise en scène audacieuse. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. À la fin, c'est le silence, puis un tonnerre d'applaudissements. Il a 36 ans et c'est le début de sa consécration. La consécration, une voix devenue une signature. Ce qui rend Aznavour fascinant, c'est que c'est ce qui a été critiqué au début qui devient sa force. Sa voix n'est pas parfaite au sens classique. Elle est parfois cassée, fragile, nasale, en partie à cause d'une de ses cordes vocales qui est paralysée. Mais cette voix raconte quelque chose. Elle donne l'impression d'une confidence, comme quand on raconte un secret. Aznavour ne chante pas seulement des chansons, il raconte des histoires. Dans les années 1960, il va enchaîner les succès. Les comédiens, la Mama, la Bohème, désormais. À cette période, il n'est plus seulement un artiste qui essaie de réussir, il devient une figure centrale de la chanson française. L'œuvre d'Aznavour est véritablement impressionnante parce qu'elle traverse plusieurs générations, plusieurs pays et plusieurs langues. Quand on parle d'une œuvre en français, ce n'est pas forcément un tableau ou un livre, ça peut être l'ensemble de ce qu'une personne, qu'un artiste a créé. Qu'on peut parler de l'œuvre d'un écrivain, d'un réalisateur, d'un chanteur, pour parler de son travail global. Charles Aznavour a traduit ses textes dans plusieurs langues, en anglais, en espagnol, en italien et aussi en allemand, par exemple. Donc c'est cette capacité à chanter dans plusieurs langues qui explique en partie l'ampleur de sa carrière à l'international, donc au-delà des frontières françaises. Quand on parle de Charles Aznavour, on peut parler d'un monstre sacré de la chanson française. Alors ça peut sembler être une expression négative, parce qu'il y a monstre dedans, mais en réalité c'est une expression extrêmement positive. Quand on dit que quelqu'un est monstrueux, on peut vouloir dire que c'est une personne extrêmement douée dans un domaine, extrêmement respectée, quelqu'un qui a une place presque mythique. Vous pouvez dire par exemple de quelqu'un que c'est un monstre en cuisine. Ça veut dire qu'il est extrêmement doué, extrêmement fort pour cuisiner des bonnes choses à manger. Si vous avez déjà écouté des textes, des chansons d'Aznavour, vous avez remarqué que ce n'est pas simplement quelqu'un qui va chanter l'amour, c'est quelqu'un qui est très engagé dans ses textes. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au sujet de société. En 1992, il chante « Comme ils disent ». J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Sarrazate. C'est l'une de ses chansons les plus populaires
Et elle parle d'un homme travesti qui se produit dans des cabarets parisiens. Donc un homme travesti, c'est un homme qui met des vêtements de femme. Chose très importante, le texte est écrit à la première personne. Il décide d'incarner ce personnage. Et il fait cela à une époque où l'homosexualité est très tabou. Et d'ailleurs, elle est encore partiellement sanctionnée pénalement en France. Aznavour est le premier à aborder ce sujet de manière sérieuse et sans moquerie dans la chanson populaire. Il dira lui-même « Je voulais parler des problèmes spécifiques que vivaient mes amis gays. Je pouvais voir que les choses étaient différentes pour eux, qu'ils étaient marginalisés. Sa vie privée, ses amours, ses mariages et ses enfants. » Aznavour était assez pudique sur sa vie personnelle, mais vous allez le voir, elle était assez riche et même plutôt complexe et douloureuse parfois. Il s'est marié 3 fois. Et il disait lui-même avec humour « J'ai été marié 3 fois. La première, j'étais trop jeune. La deuxième, j'étais trop bête. La troisième, j'ai épousé une femme d'une autre culture plus stricte. Je ne dirais pas qu'elle m'a changé, mais elle m'a mis sur les bons rails. » Mettre quelqu'un sur les bons rails, c'est quand quelqu'un arrête de faire des bêtises. Donc son premier mariage a duré entre 1946 et 1955 et il était marié à Micheline Rugel. Il a 22 ans donc quand il épouse Micheline, une chanteuse dont il est tombé amoureux. Il reconnaîtra lui-même que ce mariage était un peu prématuré et de cette union va naître Seda, née en 1947, qui deviendra chanteuse, et Charles, qui naîtra 5 ans plus tard. Le couple divorcera quelques années plus tard. Et on le voit notamment dans le film sur sa vie, suite à de nombreuses tromperies. Et d'ailleurs, pendant ce premier mariage, d'une relation extra-conjugale, donc d'une tromperie, va naître Patrick. La mère de Patrick est Arlette Bordet, une danseuse de cabaret. Patrick naît en 1951 et lorsque Charles en est informé, il veut le reconnaître. Quand on parle de reconnaître un enfant en France, eh bien ça signifie que le père va se signaler à la mairie pour dire « c'est moi le père, c'est mon enfant ». Mais Arlette va s'y opposer. Et le père et le fils ne se retrouveront qu'en 1961, quand Patrick a 10 ans. Patrick a malheureusement été marqué par des années de maltraitance de la part de son beau-père, notamment à partir du moment où il a découvert que Patrick n'était pas son vrai fils. Aznavour fait tout son possible pour aider Patrick, mais les traumatismes et l'addiction sont trop forts. Le 26 mai 1976, Patrick est retrouvé mort à 25 ans d'une overdose. Charles Aznavour sera rongé toute sa vie par cette tragédie, celle d'un fils qu'il n'aura pas pu protéger. En 1955, il va épouser sa deuxième femme, Evelyne Plessis, qui n'est pas une personnalité connue en France. Et ce mariage va correspondre à peu près à la période où sa carrière décolle. Ils vont divorcer à peu près 10 ans plus tard, en 1966. Et enfin, en 1967, il va épouser le grand amour de sa vie, Ulla Torssell. Il la rencontre en 1966. Elle est une mannequin suédoise et lui est déjà une star. Il restera avec elle jusqu'à sa mort, soit plus de 50 ans. Ensemble, ils ont 3 enfants, Katia, Misha et Nicolas. Et sa fille Katia deviendra choriste dans l'orchestre de son père. Donc elle fait les chœurs dans les musiques de Charles Aznavour. Vous savez, les personnes que vous entendez chanter un peu en arrière-plan dans des chansons. Et son fils Misha va témoigner après sa mort. Ces années bling-bling étaient passées. Après avoir réussi professionnellement, il voulait réussir sa vie privée. C'était un père comme les autres, qui travaillait à son piano comme un boucher travaille dans sa boutique. Donc au total, Charles Aznavour aura eu 6 enfants. Seda, Patrick, Charles, Katia, Misha et Nicolas. Donc je vous le disais, Charles Aznavour garde un lien très spécial avec l'Arménie. Il a gardé un lien très fort avec ses origines. En décembre 1988, un terrible tremblement de terre frappe l'Arménie. Le bilan est catastrophique. Il y a des dizaines de milliers de morts. Aznavour se mobilise immédiatement. Il crée une association, Aznavour pour l'Arménie, et participe à la chanson caritative Pour toi, Arménie, enregistrée avec plus de 80 artistes. La chanson entre directement en première place des ventes. Et ce lien spécial avec l'Arménie, il devient également diplomatique. En 1994, il est nommé ambassadeur et délégué permanent de l'Arménie auprès de l'UNESCO. Donc l'UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. En 2004, il reçoit le titre
d'héros national d'Arménie, ce qui correspond à la plus haute distinction du pays. En 2008, le président arménien va également lui accorder la nationalité arménienne. Jusqu'ici, il était uniquement français. Et en 2009, il devient ambassadeur d'Arménie en Suisse. Il restera jusqu'à la fin de sa vie un défenseur de la reconnaissance du génocide arménien. Jusqu'à la fin de sa vie, Charles Aznavour a continué à chanter. Il donne encore des concerts à un âge où la plupart des artistes ont arrêté depuis bien longtemps. Ces 2 derniers concerts ont eu lieu au Japon, à Tokyo et Osaka, en septembre 2018. Il meurt le 1er octobre 2018, à l'âge de 94 ans, dans sa maison des Alpilles, en Provence. Quelques jours plus tard, un hommage national lui est rendu aux Invalides, à Paris, en présence du président Emmanuel Macron, de représentants arméniens, de sa famille et de nombreuses personnalités du spectacle. Alors, que retenir de l'histoire de Charles Aznavour ? D'un côté, c'est l'histoire d'un enfant d'immigrés arméniens, né dans une famille modeste à Paris, et de l'autre, c'est l'histoire d'un artiste français devenu célèbre dans le monde entier. D'un côté, on lui disait qu'il n'avait pas de voix, pas le physique adapté, et de l'autre, il a transformé ses différences en signature artistique. D'un côté, il chante la France, Paris, l'amour et la nostalgie, et de l'autre, il a porté toute sa vie la mémoire arménienne et l'histoire de l'exil. Son histoire nous rappelle donc qu'une personnalité peut être multiple et que même en venant d'ailleurs, on peut devenir le symbole important d'un pays. On peut aussi être très critiqué au début et finir célébré comme un monstre sacré. Et également, bien sûr, qu'on peut transformer une faiblesse en force. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler du film Monsieur Aznavour, qui est un biopic. Il est sorti en 2024, il me semble, et il est vraiment très intéressant si vous voulez voir un autre contenu sur le sujet. D'ailleurs, il est en ce moment sur Netflix, en tout cas Netflix France. Donc s'il n'est pas disponible chez vous, vous pouvez peut-être, grâce à un VPN, le regarder. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre beaucoup de vocabulaire grâce à cette histoire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime et si vous voulez continuer à pratiquer votre français avec moi et que vous êtes nouveau par ici, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à bientôt!